Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, Les Grands Jurys reçoit le président du Front africain pour le développement FAD et également il est membre du Conseil national de transition CNT. Vous l'aurez compris, nous recevons M. Noum Sarr. M. Sarr, merci de cette énième comparution devant les Grands Jurys. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir et un honneur de participer à vos émissions et de pouvoir répondre à vos différentes questions. Justement, pour vous poser ces questions, nous avons Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Sekbeji, il me semble que je prononce mal son... C'est Abdraman qui m'a fait la remarque. Sekbeji, hein, Bruno Djito, je m'arrête là. Hein. Bruno Djito, il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission des Grands Jurys. Monsieur Sarr, votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. C'est un jury parfait qui, je suppose, saura garder son indépendance. Abdraman. Bon, comme vous le savez, vous l'avez dans l'introduction déjà dit, tu l'as du moins dans l'introduction déjà dit, et que ça fait sa énième parution, et je pense que il est toujours passé ici, tantôt avec des hauts, tantôt avec des bas, mais il nous a toujours quand même émerveillé par le courage de ses prises de position. Et j'espère qu'aujourd'hui, où l'actualité tourne autour de beaucoup de choses qui réclament de la clarification, il est là aussi pour s'illustrer par la même posture. Et voilà ce que nous attendons de lui aujourd'hui, c'est qu'il aborde les questions autour desquelles tourne aujourd'hui la nation avec beaucoup de courage, de sérénité et de franchise dans les prises de position et dans les approches. Bruno, vous avez un avant-propos en lien avec la comparution de M. Noum Sarr. C'est d'abord un jeune, ça n'arrive pas souvent. On a une certaine classe politique, certains acteurs d'un certain âge, mais un jeune leader politique en face de nous, c'est très bien pour la jeune génération au moment où on parle de renouvellement du leadership politique, donc c'est bien. Et c'est un législateur, membre du CNT et par rapport à l'actualité. Donc il est le bienvenu, très très bienvenu, et on s'attend à la franchise qui le caractérise dans les médias. Comme on le dit dans notre jargon, un bon client finalement. Un bon client, un très très bon client, parce que nous sommes tous jeunes, donc ce serait vraiment sans fioriture, sans complaisance. On va se rentrer dedans, si je peux me permettre l'expression, par rapport aux questions. Abdraman, je vous laisse ouvrir le bal des questions de généralité. Effectivement, il est souvent passé ici. Je pense qu'aujourd'hui, il est le bienvenu pour nous dire un peu comment se passe la lutte, les idéaux pour lesquels il s'était engagé et par lesquels c'était pour la première fois illustré au grand public. Si on vous demande aujourd'hui, est-ce que les causes pour lesquelles vous vous êtes battu, la refondation pour laquelle vous êtes à la hauteur des causes de la lutte que vous avez consentie et des sacrifices que vous avez consentis, qu'est-ce que vous direz? Vous voulez parler de la lutte du M5 RFP? Effectivement. Est-ce que les généralités... Oui, nous sommes dans les généralités. J'aurais aimé être plus superficiel. Vous allez avoir... Non, ça c'est déjà superficiel, puisque l'actualité est tellement abondante. Oui. Ça là, c'est déjà dans les généralités. Voilà. Donc je pense que vraiment, il est le bienvenu pour nous parler de ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous n'accueillons pas vraiment des personnalités pour leur demander cela, en réalité. Vous êtes vraiment une personnalité de grande envergure dans cette lutte-là, et vous êtes pour moi à même de nous dire si vraiment les causes pour lesquelles vous êtes battus aujourd'hui valaient la peine. Merci beaucoup, mais avant, je voudrais très honnêtement m'incliner devant la mémoire de tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont perdu la vie en défendant notre nation, en défendant notre modèle de vie, en défendant l'unité nationale, en faisant en sorte que notre pays puisse retrouver le chemin de l'honneur, de la paix et de la dignité.
que leur âme repose en paix. Ceux qui ont perdu des familles, ceux qui sont blessés, je souhaite un prompt rétablissement et leur dire que notre pays leur sera toujours reconnaissant. Vous faites allusion à notre engagement en politique. Vous savez, les hommes sans conviction sont appelés à passer inaperçus dans leur existence. Nous avons embrassé la politique en fonction d'un idéal qui est celui de voir notre pays se relever, celui de voir les générations futures pour lesquelles nous avons une dette, celui de voir ce Mali comme il a été pensé par les pères fondateurs. Et c'est cela qui nous a amenés à nous engager en politique et à faire en sorte que nos positions puissent être le mieux partagées. C'est une lutte de longue haleine. Oui. C'est un travail de tous les jours. Surtout, c'est ce qui vous a amené à vous battre dans le cadre du M5 pour obtenir un changement. Le combat n'a pas commencé. C'est de cela qu'il s'agit. J'en viens. Oui. Le combat n'a pas commencé au sein du M5. Je me souviens en 2012, en 2010, lorsque le président a été... nous étions dans la divergence, nous avons exprimé les mêmes positions. Oui, mais c'est ça. Nous sommes parus au grand public. Sinon, sa question, elle est vraiment précise. Je vous en prie. Le tournant, c'est vraiment le combat contre l'ancien régime que vous avez réussi à déposer. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, si on vous demande le bilan aujourd'hui, les causes pour lesquelles vous êtes engagé, vous êtes battu, est-ce qu'aujourd'hui valait la peine au regard des acquis et de tout ce que vous avez obtenu comme résultat aujourd'hui? Je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois, que si c'était à refaire, nous allons le refaire. Parce que s'est-il passé? Notre pays était dans un processus de destruction totale. Les gens ont pris le pouvoir. Au lieu d'être aux affaires, ils s'étaient mis dans les affaires. 1300 milliards destinés à équiper nos forces de défense et de sécurité se sont volatilisés, n'ont pas eu les impacts attendus. Les engrais relatés, vous en êtes des témoins oculaires. C'est hier tout près, c'est pas avant-hier. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la cause principale qui nous a amenés à mobiliser notre peuple, qui était de mettre notre armée dans une posture où elle assumera sa fonction première, qui est de protéger notre territoire. Je ne vous dis pas, vous le constatez vous-même, que les forces de défense et de sécurité sont en construction. Nous sommes loin des camps détruits. Nous sommes loin des replis tactiques. Parce que c'était notre quotidien il y a quelques années. Non, ça. À la date d'aujourd'hui, si la gouvernance est vertueuse. Non, pas seulement la gouvernance. La gouvernance, c'est un tout. La gouvernance, c'est un tout. Il a touché vraiment le domaine où les résultats sont le plus mitigés. Très sérieusement. Je vous en prie. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux gens de Ménéka, aux gens de Gao, de Tombouctou, qui sont confinés dans les grandes villes, qui ne peuvent aller nulle part et qui crient avec des cris d'orfraie partout par rapport à ce qui se passe en termes d'insécurité, que vraiment que notre armée est ceci et cela. Non. Au centre du Mali également la même chose. Peut-être qu'on ne voit pas les choses comme on les voyait avant. L'information est un peu voilée d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, les cris d'orfraie sont tels que on ne peut pas le dire à certains Maliens, à certains concitoyens, que l'armée est en train de se reconstituer, puisque c'est ça un dividende sécuritaire. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de longue haleine. Mais alors, ceux-là que vous aviez enlevé auraient pu vous dire la même chose, qu'ils étaient dans la lutte de longue haleine. Monsieur Abdraman, vous étiez là, nous étions là. C'est pas avant-hier, c'est hier tout près. Tous les jours qu'on ouvrait la télé et la radio, c'était le camp du Mali est tombé en Nampala, Djoura, Guiré, Soumpi. C'était ça. Où nos hommes peinaient à avoir des armes pour se battre. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire. Aujourd'hui, ce sont les civils qui une armée de l'air. Ce sont les civils qui efficace, beaucoup plus les frais. Qui intervient au Burkina Faso. Les civils qui interviennent sur d'autres territoires. Vous prenez Gao, par exemple, vous prenez Ménéka, les gens ont quitté les partout dans les zones périphériques pour rejoindre les centres-villes. Parce qu'ils ne sont pas. Nous avons une armée dont l'effectif ne permet pas le maillage total du territoire. C'est un fait. Alors, mais c'est un processus.
Ceux qui vous ont vous allez monopoliser. Les recrutements qui se sont faits pendant la transition, personne ne l'a fait en 2 ans. On va revenir. Personne ne l'a fait. On va revenir, Bruno. On a donc quitté le terrain des généralités. Allez-y, restez-y. Si vous voulez. Bon, comment expliquez-vous le fait qu'on vous a vu au CNT attribuer une note à la gouvernance lorsque le CNT avait interpellé le Premier ministre? C'est une note d'insatisfaction générale. Aujourd'hui, vous tentez de nous dire que le bilan est positif. Est-ce que vous pouvez nous convaincre sur ce point? Vous savez, je ne finirai jamais d'expliquer ce passage. Je ne finirai jamais de l'expliquer. J'insiste, je persiste. Nous n'avons attribué de note à personne. Nous l'avons expliqué ici, de façon trimestrielle. Le Conseil national de transition étant l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, le gouvernement fait parvenir un rapport détaillé sur l'exécution du plan d'action. Ouais. Il se trouve qu'avant l'interpellation, cette question d'actualité à laquelle vous faites allusion, le gouvernement avait déposé sur la table du CNT un rapport dans lequel il était indiqué clairement que 30% du plan avait été réalisé. Donc par extrapolation, par fractionnement, 30%, vous êtes un intellectuel, vous savez, c'est 3 sur 10. Ce n'est que ça. Mais nous n'avons en aucun moment attribué une note. Nous avons juste extrapolé une évaluation qui nous a été transmise. Oui. Mais les gens, j'ai été surpris de voir qu'on a commenté, on a tenté de me vilipender, on a fait toutes sortes de choses. Mais bon, la politique, c'est ça aussi. Hein. Et la force, c'est l'esprit. Par rapport à la montée en puissance de l'armée, ça, tout le monde le dit, c'est quasiment un refrain. Oui. Mais en dehors de cette question sécuritaire, est-ce que par rapport aux autres axes de la gouvernance, un de vos collègues est sorti la dernière fois pour décrier la question de la corruption, de la délinquance financière. Comment appréciez-vous ces autres pans de la gouvernance? Non, je vais vous dire très clairement, la lutte contre la corruption est une lutte qui a été engagée et qui est en cours. On ne va pas effacer toute la corruption. Mais après 2 ans, comme une baguette, comme avec une baguette magique. Sur le plan de la gouvernance, vous savez, il y a quelques années, le Mali ne disposait pas de ce qu'on appelle l'autonomie décisionnelle. L'essentiel des décisions stratégiques de l'État était commandité d'ailleurs. Quelle année Non, moi je vous dis clairement, ça ressemble à des vous êtes quand même un grand journaliste d'investigation et vous savez très bien. On nous a dit ici qu'on sera intraitable sur la date des élections en 2012. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le chef d'État d'un autre pays, l'ex-puissance coloniale, qui l'avait dit. Tout était quasiment décidé en dehors du centre de pouvoir dans notre pays. Et la transition, il faut le dire, a été cette belle occasion de récupérer l'autonomie décisionnelle. D'indiquer clairement à la face du monde que désormais, il y a 3 grands principes qui guident l'action du pays. C'est la défense des intérêts du Mali, c'est le respect du choix stratégique des dirigeants maliens et c'est surtout la souveraineté de notre pays. Oui, et sur le plan de la souveraineté, il y a eu des avancées extraordinaires. Oui. Par rapport à la lutte contre la pauvreté, avec la suspension de l'aide. J'en viens. Les Maliens ne sentent pas encore un mieux-être après 2 ans. En plus, vous savez, lorsqu'on fait un choix... J'ai envie d'ajouter que vous parlez comme si l'autonomie décisionnelle, votre compréhension de la souveraineté est une fin en soi. Non, on a besoin d'autonomie décisionnelle pour autre chose, pour le pays. Pour se développer, par exemple. Pour se développer, pour Est-ce que vous avez l'impression que le pays avance? Pour plus d'avancer, pour plus d'accès à certains services sociaux qui ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Or, vous êtes en train de faire avaler l'autonomie décisionnelle. C'est comme on est plus dans le discours. C'est un élément essentiel de la gouvernance. Lorsque vous ne décidez pas des choix stratégiques de votre gouvernance, vous ne pouvez pas prétendre à quoi que ce soit. Il n'existe pas de pays au monde qui a fait le choix que le Mali a fait et que tout se passe normalement. Il y a ce choix, nous l'avons fait, nous assumons pleinement ce choix qui est notre souveraineté.
Et ça, là, les gens n'en veulent pas. Et comme les gens n'en veulent pas et que notre peuple veut, nous sommes obligés de le faire. Oui, mais ce que je voudrais parler de la vie chère, de tout ça là, oui. Parlons-en. D'accord. Noussar, lorsque vous étiez encore au M5RP, vous réclamiez beaucoup la réduction du train de vie de l'État. Or, il y a quelques semaines, vous avez décidé de revoir à la hausse et le budget de la présidence et celui du CNT. Noussar était où? J'étais là, dans le CNT, on l'a pas au entendu. CNT, et j'ai voté pour. Oui. Je vais vous dire, il ne faut pas qu'on se laisse impressionner. Dans ce par pays, qui? Par le cerveau, par exemple pays, votre collègue qui a quand pays, même fait un lever de bouclier. Les gens aiment toujours parler des questions d'argent. Les gens aiment toujours ramener tout aux questions pécuniaires. C'est pas ça le sens de l'idéal pour lequel nous nous sommes battus. Qu'est-ce qui détermine? Je vais vous dire. Mais qu'est-ce qui détermine? Le Conseil national. Il va vraiment répondre à la question. Qu'est-ce qui détermine le Conseil national de l'État? J'en viens. Allez-y. Personne. Le train de vie de l'État, c'est je vous dis, au cours des 10 dernières années, je le dis, j'insiste, je persiste, je signe, aucun pouvoir n'a réduit le train de vie de l'État comme le pouvoir de la transition l'a fait. Ça n'existe pas. L'Assemblée nationale, le CNT remplace l'Assemblée nationale. Le CNT abat le même travail que l'Assemblée nationale. Vous avez une idée de son budget? Officiellement, c'était plus de 16 milliards, officiellement plus de 20 milliards, officieusement. Moi, j'en dis, nous avons vu les documents, nous avons accédé aux documents. Le CNT a sa mise en place, 10 milliards en 2020. En 2021, 11-12 milliards, 2022, 12 milliards et aujourd'hui 13 milliards. Sachant que l'essentiel des forces politiques de notre pays ont réclamé l'élargissement du Conseil national. La preuve, lorsqu'il a été demandé de postuler pour 26 places, c'est plus de 1000 CV qui ont été déposés. Plus de 1000. Et lorsque les principaux responsables ont rencontré le chef de l'État, ils ont indiqué clairement au chef de l'État qu'ils sont d'accord avec la transition, qu'ils soutiennent la transition, mais qu'ils souhaitent plus se reconnaître dans la transition, d'où la nécessité d'ouvrir les organes de transition. Et le peuple souverain du Mali a accédé à ça lors des concertations, les assises nationales. La charte de la transition a été modifiée en conséquence. Oui, nous avons fait ce choix, sachant très bien que l'augmentation des membres de la taille du CNT va impacter sur le budget. Et il n'y a eu, contrairement à ce que les gens disent, il n'y a eu que quelques centaines de millions, pas le milliard. Ça ne vaut pas le milliard. Alors la sortie de votre collègue Adama Diarra qui a quand même s'adressé de toute sa taille contre cette augmentation de budget. Vous savez, les grands hommes parlent de l'avenir, du devenir. Ils ne parlent pas des gens. Donc moi, je n'aimerais pas parler des hommes. Je dis la vérité. Il n'y a eu que quelques dizaines de millions d'augmentation pour prendre en charge l'élargissement. Par rapport à la présidence, ça veut dire qu'il y a l'organe unique de gestion qui a été créé et tout ça. Et la présidence aujourd'hui a besoin de renforcer sa sécurité. La sécurité n'a pas de prix, mais la sécurité a un coût. Vous vous souvenez ici que des terroristes lourdement armés ont foncé sur le palais de Kati, sur le camp de Kati, avec un camion rempli d'explosifs. Le président loge à Kati. C'est le président du Mali. C'est le président de la transition du Mali. La sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et où on va trouver l'argent pour renforcer la sécurité autour de la résidence du président ou du palais présidentiel. D'accord. Mais c'est bien sûr dans le budget. C'est ce qui explique la question sécuritaire. Lorsqu'on veut parler de réduction du train de vie de l'État, mais il faut se référer au passé. Allez-y, mais ailleurs, on a vu un chef de l'État qui a décidé de garder ses indemnités de capitaine. Bruno, s'il vous plaît. Bruno pose une question pertinente. Oui. Il a parlé d'indemnités de capitaine. Oui, dans un autre pays, vous savez, où on est en transition aussi. Quand on parle de salaire, il y a une différence entre salaire et indemnité. Bien sûr. Celui auquel vous faites allusion, décidez de conserver son salaire de capitaine. Même les ministres. Mais je vais vous dire, est-ce que vous connaissez le montant de leur indemnité?
Est-ce que vous connaissez ça? Mais tout au moins, non, mais moi je vous dis, vous parlez de salaire. Les gens ont spéculé sur le CNT et tout ça. Monsieur, ça, mais c'est le toujours salaire dans des le membres cadre du de CNT, réduire le train de vie de l'État. Je vous dis, on aurait le chef de l'État, le président de la transition, a décidé souverainement, à la face de notre peuple, d'orienter les fonds spéciaux, plus de la moitié, plus du tiers, plus des 3 quarts du fonds spéciaux à donner de l'eau à notre peuple. D'accord, allez-y, Abdraman. Mais ça là, il faut quand même le saluer. Allez-y. Vous parlez trop de souveraineté et de dignité du pays, d'autonomie de décision de ce pays. Je suppose que ça, ce sont des actions de très longue haleine. Ce n'est pas des choses des combats ponctuels qu'on gagne sur le champ. Est-ce qu'il faut attendre qu'on reconquiert l'ensemble de notre souveraineté pour évoluer vers les choses pour lesquelles on est en train de faire la refondation, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel? Je me rappelle ici que vous avez défendu une transition par essence est une période courte et qu'il faut aller. Vous pensez qu'en perdant le temps à défendre notre souveraineté devant toutes les situations, on peut arriver à bout de cette transition-là? Mais au bout de cette transition, je voulais dire. Je crois qu'il y a un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Il y en a eu par le passé aussi. Non, je vous dis aujourd'hui. Qui n'a jamais été respecté. Et il y a des raisons de croire aujourd'hui aussi qu'on peut entamer. Je vous dis, aujourd'hui, il y a un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Mais pas à n'importe quel pour l'Europe. Vous savez, moi, j'ai fait l'opposition côté président Soumaïla Cissé, que la terre lui soit légère. Une mission de la CEDEAO s'était rendue à Bamako lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en 2010, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Et la principale recommandation de cette mission était de dire qu'il ne faut jamais faire d'élection au Mali sans réformer le système électoral. La réforme du système électoral. Aujourd'hui, un organe unique est en place. Il est en train de se mettre en place, les personnes sont nommées, il est en train de se déployer dans les pays. Oui, mais la refondation va au-delà. Non, je veux vous dire, non, la refondation va au-delà de ça. Tout ne peut pas être fait dans le temps d'une transition. Voilà. Mais si la transition, comme elle est en train de le faire, réussit à doter le pays d'une armée républicaine nationale avec des forces aériennes modernes, comme nous sommes en train de le faire, elle aura réussi. Si la transition réussit à organiser des élections non contestées, des élections acceptées de tous, elle aura réussi. Cette transition n'a pas la prétention, de tout faire et de tout réaliser. Est-ce que vous pensez que nous avons notre autonomie décisionnelle, notre souveraineté, si ce calendrier-là a été arrêté avec les organes communautaires? Est-ce que c'est une manifestation de notre autonomie? Parce que vous aimez trop parler d'autonomie. Je vais vous dire, monsieur Abdraman. Et pourtant, le calendrier là n'est pas un calendrier. La décision de prorogation de la transition a été faite par décret présidentiel. Mais inspiré de... Non, 2 ans. 2 ans. Inspiré des menaces... Elle a été fixée. Cette durée a été fixée par le Mali au moyen d'un décret. Je ne crois pas que, en tout cas, les autorités maliennes cèdent sous des pressions pour signer des décrets. Les décrets résultent de l'expression de la souveraineté. Vous avez touché à la question de l'agenda électoral. Que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui trouvent qu'il y aura un engorgement parce qu'il y a tellement d'élections prévues? Parce que vous semblez manifester un certain optimisme par rapport à la tenue de ces élections. Il y en a qui disent, allons dans le sujet, l'avant-projet de nouvelle constitution, que cela soit carrément avorté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, pour pouvoir alléger l'agenda électoral. L'avant-projet de constitution a été élaboré, il a été distribué, il a été présenté officiellement au sein de l'institution dont je suis. Et l'institution a demandé, est aujourd'hui en train de produire des observations. Et ces observations, c'est des travaux en commission. Donc très honnêtement, le devoir de réserve m'oblige à ne pas me prononcer sur ça. J'ai un espace, c'est l'institution. Nous allons nous prononcer. Et quand l'institution va produire ces observations, je pourrais vous revenir. En dehors de ça. Encore que le parti dont j'ai la responsabilité aussi
a un comité scientifique qui est en train de plancher sur le document. Donc moi, je ne peux pas m'exprimer sur ça. Maintenant, en dehors du processus référendaire, il n'y a pas trop d'élections prévues dans ce laps de temps un peu court? Nous allons évaluer au moment opportun. Mais ce que je veux vous dire, le retour à l'ordre constitutionnel est une priorité du chef de l'État. C'est une priorité du chef de l'État, c'est une priorité des organes de la transition. Oui, mais monsieur Sarr, d'habitude, il ne s'agit pas d'amener les textes référendaires à un organe législatif pour qu'il donne des observations. D'habitude, on amène les textes pour que l'organe législatif vote une loi référendaire. D'habitude, la loi référendaire passe par un organe législatif que vous représentez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de donner des observations. Il s'agit que la loi passe devant les membres du CNT et que les membres du CNT se prononcent là-dessus délibèrent. Non, il parle d'observation. Ils vont faire des observations. Délibèrent là-dessus. Or, il y a des rumeurs qui circulent et qui semblent être fondées comme quoi la loi référendaire va contourner le CNT pour être directement présenté au peuple. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est normal? Monsieur Abdraman, vous êtes journaliste, moi je suis juriste. Je vais vous dire très honnêtement que dans les procédures d'élaboration de nouvelles constitutions, le Parlement n'intervient pas. C'est dans les procédures de révision que le Parlement adopte, le Parlement vote. Dans ce cas, est-ce que des pouvoirs ont le droit constitutionnel, comme vous êtes juriste, est-ce que les pouvoirs actuels ont le droit constitutionnel d'élaborer une nouvelle? Ça aussi, c'est une question qui se pose, d'élaborer une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'elle leur permet aujourd'hui d'élaborer une nouvelle constitution? Moi, je vous en vertu de quelle disposition constitutionnelle? Puisque la constitution est encore en vigueur. Non, puisque vous êtes juriste. Puisque vous m'écoutez. Non, vous nous amenez sur le terrain du juridisme. Puisque vous êtes juriste, vous le dites. En vertu de quelle aujourd'hui disposition constitutionnelle les pouvoirs actuels engagent une nouvelle constitution? Il va répondre à la question. Allez-y. Attendez, parce que vous posez une question qui en vérité n'en est pas une. Oui, allez-y. Je vous avais dit que les lois référendaires passent d'abord par le Parlement. Je vous ai dit, c'est dans le cadre d'une révision de la Constitution que ça passe au Parlement. Mais lorsqu'il s'agit d'une nouvelle Constitution, ce n'est pas, le Parlement n'intervient pas dans les procédures. Mais qui intervient? Est-ce que ces pouvoirs actuels ont le droit constitutionnel d'intervenir dans l'élaboration d'une nouvelle constitution? Qui est le garant de la charte et de la constitution aujourd'hui? C'est pourquoi on dit que c'est une violation de la constitution. Non, qui est le garant? Est-ce que je ne veux pas rentrer dans le débat. Non, mais est-ce qu'on respecte la constitution que nous sommes en train de l'examiner? Non, la question est très claire. Est-ce que la constitution le respect de la constitution aujourd'hui est sauf en engageant une nouvelle constitution? Au lieu d'une révision ou quoi que ce soit, est-ce que ces pouvoirs, si vous voulez, sont habilités constitutionnellement à engager une nouvelle constitution? Bon, ça, je vous ai dit que nous sommes en train de l'examiner et nous allons faire parvenir nos observations. D'accord. Pour le moment, je ne veux pas opiner parce que ça va être comme influencer le comité scientifique. On va aussi évoluer. Je ne veux pas opiner. Mais ce que je vous dis, c'est pas une obligation de passer par l'Assemblée, le Conseil. C'est dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est juste cette nuance-là qu'il faudra. Quand c'est une révision, vous avez raison. Quand c'est une révision, vous avez raison. Mais lorsqu'il s'agit de nouvelles constitutions, moi aussi, je fais aussi. Je dis, peut-être que vous avez raison. Je dis aussi que quand il s'agit d'une nouvelle constitution, ce ne sont pas des autorités actuelles qui sont habilitées aussi. C'est votre point de vue. Ça, c'est jour même le CNT a décidé, s'il vous plaît, Bruno, s'il vous plaît, ce jour même le CNT a décidé de voter une loi organique modifiant, si vous voulez, les règles de fonctionnement et de procédures suivies devant la Cour suprême. Déjà, on a vu qu'il y a quelques semaines encore, les magistrats étaient vent debout contre cette procédure. Est-ce que ce n'est pas finalement une provocation à l'endroit de ces syndicats de magistrats? Non, vraiment, permettez-moi, je vous dis, en tant que législateur aujourd'hui, j'ai une obligation de réserve. Nous sommes dans la procédure d'adoption de cette loi. C'est une procédure qui est engagée. Et l'adoption, le vote par le CNT ne veut pas dire que la loi est adoptée. Cette loi est adoptée. Donc, c'est adopté, mais ce n'est pas encore promulgué. Ni promulgué, ni passé à la Cour constitutionnelle parce que c'est une loi organique. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ces jours-là au CNT? C'est un processus. Et donc, quand une loi est en processus,
Il vaut mieux. Ce n'est pas indiqué pour un membre de l'organe législatif et pas les moindres, un membre de la commission qui a débattu de cette loi. Ce n'est pas indiqué. Non, Je vous dis, moi, ça dit la responsabilité impose. Vous créez une confusion chez moi finalement. Non, ce n'est pas une confusion. Oui. Ouais, c'est lié à votre double manteau. Oui. Vous êtes un politique. Oui, je suis un politique, Oui. mais je ne suis pas un politique ordinaire. Parlez-nous en tant que président du parti FAD. Je suis un politique qui est membre d'un organe de transition et qui est membre d'une commission qui a statué sur ça. Oui, la loi a-t-elle été adoptée? La loi a été adoptée. Vous êtes quand même, c'était la session, c'était public. Oui, la loi a été adoptée. Allez-y. La session était publique. Oui. La loi a été adoptée. Oui. Comme Mais beaucoup d'autres lois. En tant que politique, comme cette loi avait suscité déjà une grève, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire par rapport aux magistrats? Pas seulement ça. Vous pouvez pas nous parler seulement de ça. ça Le problème, en tant c'est que président du FAD. La grève avait été suspendue et dans le texte de suspension de cette grève-là, ils font allusion à la médiation du ils CNT. font allusion au CNT, comme quoi des gages. Oui. Des gages leur ont été donnés par le CNT et aujourd'hui déjà, les gens commencent à parler de trahison. Que le CNT leur a donné des gages comme quoi leurs inquiétudes seraient prises en compte. Mais aujourd'hui, la loi a été votée sans leurs préoccupations. Vous coupez l'herbe sous les pieds. Je vous en prie, le CNT n'a à aucun moment engagé une médiation. Je vous dis clairement, sans rentrer dans les débats, dans le fond des débats. Puisque vous avez donné des gages, je vous dis, non, vous avez dit, moi j'ai pas dit. Vous parlez de quel gage? Vous parlez de quel gage? Les syndicats de magistrats, dans leur texte de levée, dans le communiqué de levée, de suspension de leur grève, c'est ceux qui disent. Ils ont fait allusion au CNT. Les magistrats sont responsables, les syndicats sont responsables de ce qu'ils disent. Allez-y. Les syndicats sont responsables de ce qu'ils disent. Moi, je vous dis ce que la commission du CNT a dit. Vous faites allusion au gage. Mais les syndicats des magistrats ont demandé à être reçus par la commission qui les a reçus et qui, dans un courrier, a indiqué qu'au moment des écoutes, ils seront entendus. Ce n'est que ça, rien d'autre. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais est-ce que le communiqué vous a échappé? Est-ce que le communiqué vous avait échappé? Vous auriez pu dire que vous n'avez donné aucun gage quand leur communiqué. Mais écoutez, vous savez, le CNT, c'est un organe qui n'aime pas faire le lit de la polémique. Nous n'aimons pas faire le lit de la polémique. La polémique n'a jamais rien construit. Elle fait perdre beaucoup de temps. Mais ce que je peux vous dire, la loi est dans le processus d'adoption. Le premier palier est passé, c'est le législateur, ça va chez le président pour la prolongation. Et ensuite, c'est au niveau de la Cour. Nous savons que c'était quand même un projet de loi. Mais je vous dis que ça a été adopté. Je vous dis que ça a été adopté. La promulgation est finalement un enjeu. Quand on sait que la loi vient du gouvernement, ça va passer. Écoutez, ça passe par la Cour constitutionnelle. Donc je vous dis, c'est-à-dire la posture qui est la mienne aujourd'hui fait que je ne peux pas rentrer dans ces choses-là. Je ne peux pas me prononcer. Une loi est en procédure d'adoption. C'est en procédure. C'est pas encore bouclé. Bruno, après 4 mois d'absence, Dr Choguel Kokala Maïga est de retour à la primature. Oui, nous, on vous sentait à un moment donné, avant même le repos médical forcé du Premier ministre, on sentait une certaine adversité entre vous et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le voilà de retour la dernière fois, votre appréciation par rapport à ça. Dieu merci, surtout qu'il a été accueilli triomphalement à la primature. Bon, Dieu merci que vous, journalistes, vous parlez d'adversité, vous ne parlez pas d'inimitié. Vous ne parlez pas d'inimitié. En politique, il peut y avoir des divergences. Et il y en a eu, Dieu seul sait qu'il y en a eu entre le Premier ministre et ma personne. Ce sont des divergences assumées, pleinement assumées. La santé n'appartient à personne. La santé, c'est la propriété de Dieu. Il donne quand il veut, il enlève quand il veut. C'est trouve que le Premier ministre est tombé malade. Nous l'avons souhaité meilleur rétablissement, prompt rétablissement, et nous avons souhaité de tout notre cœur qu'il puisse recouvrer ses forces et s'atteler à sa mission. Il s'attellera à sa mission, jouer son rôle. Nous, en tant que législateurs, nous aussi, nous allons jouer notre rôle. C'est en jouant notre rôle que vous avez pu vous rendre compte des divergences d'idées. Donc, je n'ai pas de sentiment particulier en dehors du fait que nos bénédictions, en dehors du fait que nos bénédictions ont été entendues par le maître de la terre et des cieux. Vous saluez son retour? Je salue son rétablissement. Vous faites de son retour à la primature.
Mais bien sûr. Vous faites partie de Bien ceux sûr. qui ont toujours plaidé pour un Premier ministre qui ne soit pas politique. Oui, Un évidemment. Premier ministre. Et donc, cette occasion de maladie avait laissé croire que le chef de l'État aurait pu saisir cette occasion pour nommer un Premier Ouais, ministre. qui plus est, Bon, selon vous savez, nous, ou bien qui n'a confirmer pas le un Premier bilan ministre intérimaire. derrière lui. Je vais vous dire C'est une dans chose, ce sens que je très pose la question. honnêtement. Oui. En tout cas, dans ma culture politique, mes maîtres m'ont enseigné que l'adversité, malgré l'adversité, les valeurs humaines doivent primer. Les valeurs humaines sont sacrées et elles doivent primer. Le Premier ministre est tombé malade, ce n'est pas son choix. Mais ce n'est pas parce qu'il est tombé malade qu'on va essayer de... Voilà ce que vous dites. Moi, je crois, j'ai assumé pleinement face au monde entier, Non, oui. face au Premier ministre lui-même, j'ai donné mon sentiment au sein du Parlement. D'accord. Ouais, aujourd'hui, Donc, moi, là- aujourd'hui, quelle est votre quelle impression avez-vous de l'homme aujourd'hui? Puisqu'il est parti, Pensez-vous il est qu'il retourné, est c'est à clair. même- Aujourd'hui, il est encore aux affaires, et il est encore aux affaires que peut-être que pour vous, les choses ont changé de son côté, ou bien qu'il est en train de mieux faire que ce que la perception, aux impressions qu'il vous avait données par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Donc, ça fait qu'une dizaine de jours, 2 semaines. Oui. Bon, écoute, 2 semaines, c'est pas suffisant pour Donc, apprécier. il faut quand encore même. d'autres temps. C'est pas Il 2 faut semaines. encore une 2 autre semaines. échéance. Non, vous avouez que pour apprécier. vous avouez que quelqu'un qui vient de maladie et tout ça, il a encore besoin de récupérer. 2 semaines, c'est pas suffisant pour apprécier s'il va impacter ou s'il a impacté. 2 semaines, c'est pas suffisant. Donc, donnez-moi le temps nécessaire. Allez-y, je peux pour continuer, voir. allez-y. Écoutez, est-ce que vous pensez que, en tant que parlementaire, quel est le rôle dans la situation créée par, en tant que législateur, j'ai dit parlementaire, dans la situation créée par les autorités, par l'exécutif, qui a annulé, en train d'interdire les activités de certaines ONG ici, alors qu'on connaît l'apport considérable qu'ils sont... dont ils sont les porteurs auprès de certaines catégories de citoyens dans un pays où l'État est pratiquement absent pour des services sociaux, certains services sociaux de base. Oui. Je sais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour atténuer au moins, même si vous adhérez à cette position, c'est pour atténuer au moins les impacts. Honnêtement, je ne connais pas les vraies motivations de cette décision. Je vous le dis très honnêtement, je suis législateur, je ne suis pas l'exécutif. Pourtant, les motivations ont été rendues maintenant, publiques. Attendez, hein. là, Maintenant, attendez, le maintenant. législateur a pour rôle le Maintenant, contrôle de je l'action vous dis- gouvernementale. Oui, je suis un peu perdu quand vous me dites que je suis législateur, je ne suis pas exécutif. Surtout que Vous les devez avoir motivations ont l'œil été rendues Écoutez, publiques. public, ouais. Oui. Allez-y. L'ex-puissance coloniale a indiqué arrêter toute aide vis-à-vis. Ce n'est pas le gouvernement malien qui a décidé. Et bon, c'est l'Agence Française de de développement. développement qui a décidé d'arrêter Et unilatéralement. de réorienter sans les consultation, fonds sans vers cons- des ONG humanitaires. sans consultation Et c'est préalable. C'est ça. Je Eux, au vous moins- explique. Non, écoutez, monsieur Sarr. Oui, mais je vous écoute. Si vous finissez, moi je réponds. La France, les ONG, l'AFD, avait dit au moins qu'elle oriente les fonds vers des ONG humanitaires. Ça, c'est pour Parce qu'elle estime que les fonds c'est pour- étaient détournés. c'est pour- hein. ouais. Laisse-le. Non, c'est pour ne pas être taxé de, si vous voulez, d'inhumanité qu'ils ont peut-être joué. Mais les autorités maliennes ont dit non. Si c'est ça, si les fonds vont à des trucs humanitaires, eux, ils arrêtent l'activité de tous ceux qui bénéficieront de ces fonds-là. D'accord, il va C'est répondre ça, à en cette réalité, fois. la Allez-y, question. Sarr. Il ne s'agit pas... C'est l'AFD qui a décidé d'arrêter tout financement au Mali, excepté l'aide humanitaire. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître dans le communiqué. Passant par Voilà. l'État, quoi. Passant par l'État. Oh, ouais. Vous voyez, dans ce contexte-là, vous dites vous ne passez pas par l'État, vous passez par des organisations qui peuvent échapper au contrôle de l'État, qui échappent au contrôle de l'État. On ne sait pas ce que ces organisations-là font. Parce que dans d'autres pays, il est arrivé que les gens passent par des organisations humanitaires pour armer d'autres groupes. Ça s'est passé dans d'autres pays. Donc moi, je veux vous dire, très honnêtement, j'aurais évalué l'impact social et avant de peut-être D'arrêter les activités. j'aurais évalué D'interdire les à la activités. place de j'aurais évalué l'impact social. Mais ceci dit, nous sommes conscients que lorsqu'une ONG ferme,
ce sont les chefs de famille qui se retrouvent au chômage. Et je crois que le gouvernement a instruit à l'ensemble des gouverneurs d'identifier l'impact social, c'est-à-dire d'évaluer l'impact social pour donner des réponses. Et c'est après l'évaluation que le gouvernement va donner des réponses. L'impact social, ce n'est pas seulement les chefs de famille, c'est aussi les bénéficiaires de ces ONG-là. Oui, mais bien sûr, c'est ça l'impact social. Et on évalue. Oh, non, vous avez parlé seulement des chefs de famille qui vont au chômage. Parmi tant d'autres. C'est des gens qui bénéficient d'éducation, des gens qui bénéficient de santé, des gens qui bénéficient de services. Pourquoi, par exemple, le CNT n'a pas interpellé aucun... Au moins, il pourra en savoir beaucoup plus. En question orale, en question d'actualité, pour savoir beaucoup plus. Tous les contours de cette affaire. Vous savez, le CNT était en session budgétaire. La session budgétaire a pris fin aujourd'hui. Et vous connaissez mieux, vous êtes journaliste parlementaire, vous savez très bien que la session budgétaire est une session lourde. Et mais ce n'est pas une session extraordinaire. Session budgétaire. Oui, mais ce n'est pas une session extraordinaire. Oui, elle est lourde. C'est une session ordinaire. En raison du volume de travail. Je veux vous dire, beaucoup de questions orales, questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement. Sur cette question, par exemple, vous pouvez je n'ai pas une idée de... Bien sûr, j'ai vu beaucoup de questions orales écrites passer, mais je n'ai pas une idée. Monsieur Sam, on a l'impression que le CNT est plutôt prolixe dans l'expédition des textes, de l'adoption. On a presque une pléthore de textes qui passent très très vite, qui sont adoptés. Le CNT est comme dans une certaine concurrence de plus légiférer que l'Assemblée. Non, je vous en prie, parce que le CNT a eu la malchance peut-être d'être là à une période où les problèmes surgissent de partout. Et lorsque vous êtes dans une situation où les problèmes viennent de partout, vous êtes obligé d'être proactif, d'être dans une célérité. Vous êtes obligé d'être là et à côté du gouvernement pour l'aider à recadrer ce qui a recadré, à corriger. La loi électorale a une illustration parfaite. Les questions orales se font en tant que président du parti phare, quel commentaire vous faites de cette nouvelle posture du cadre d'échange qui ne parle plus de la réussite de la transition, mais qui réclame un retour à l'ordre constitutionnel? Non, je crois qu'ils sont dans leur rôle. Ils n'ont jamais renoncé à ça. Parce qu'il faut d'abord présenter c'est quoi le cadre. C'est une galaxie d'organisations constituée essentiellement d'anciens dignitaires de l'ancien régime. C'est ça la vérité. Qui vous appelez ancien Quand je dis l'essentiel des partis et mouvements qui constituent le cadre des partis, et quand même c'était eux qui étaient au pouvoir le 20 août, le 18 août. C'était eux, c'est eux qui sont tombés. Et c'est naturel que lorsque on perd le pouvoir dans les conditions que vous savez, on veut revenir rapidement. C'est un sentiment humain. C'est naturel. Mais je crois que le cadre gagnera plus à accompagner la transition en termes de propositions. Le chef de l'État a reçu les responsables du cadre. Le Premier ministre par intérim les a reçus. Nous rencontrons certains d'entre eux, nous échangeons avec eux. Et nous leur faisons comprendre clairement que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas que leur priorité, c'est la priorité du chef de l'État. C'est la priorité du gouvernement. Vous voulez résumer leur action à une course pour revenir aux affaires? Vous savez... Vous donnez cette impression, hein, comme quoi leur lutte, c'est rien que revenir. Vous êtes sûr? En tout cas, ce sont les responsables, de hauts responsables de l'ancien régime, du régime du défunt IBK, et qui étaient au cœur du pouvoir, qui avaient l'appareil d'État, et qui l'ont visiblement perdu, et qui souhaitent récupérer. Peut-être pas tous, c'est un faisant allusion au parti Yalema, par exemple. Bon, soyons quand même sérieux. Le parti Yalema quand même était Premier ministre du pouvoir Ibeka. Mais ils font pourtant des propositions pour la réussite de la transition. Oui, et nous saluons ces propositions. Les propositions sont souvent retenues. Il y a des propositions qui sont retenues. Oui. Il y a des choses sur lesquelles ils sont d'accord, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est ça aussi la démocratie, c'est ça qui fait la beauté de la transition. Même parmi les acteurs de la transition, les organes de transition, on a quelquefois des désaccords. D'accord. Mais aucun désaccord ne doit être de nature à nous amener dans une posture d'hostilité ou dans une posture de défiance. Parce que votre dernière question. La déstabilisation de la transition, c'est la déstabilisation de notre pays, du Mali dans son ensemble. Et c'est pourquoi nous ne permettrons pas. Nous serons de ceux qui peuvent à un moment donné critiquer. Nous pouvons marquer des désaccords. Nous pouvons
indiqué clairement que nous avons une divergence d'approche par rapport à tel sujet. Mais à aucun moment, nous n'accepterons aucun projet visant à déstabiliser les organes de la transition. Quand vous dites nous n'accepterons pas, il y a vos détracteurs qui disent que vous êtes ceux qui sont des acteurs qui n'arrivent pas à réussir aux élections. Certains vous prêtent l'expression des scores glycémiques que vous réalisez lors des élections et que cette transition vous a permis d'être au summum du pouvoir et pour être donneur de leçons. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, lors des élections, on a vu vos scores. Les gens qui pensent comme ça là ne croient pas en Dieu. Pourtant, c'est souvent des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au destin. Ah bon? Nous croyons au destin. Ce sont les circonstances de l'histoire qui ont fait que nous nous retrouvons là. Ce sont ces mêmes circonstances de l'histoire qui feront que nous allons nous retrouver ailleurs. Parlant d'élections, oui. Pouvez-vous me dire que les élections législatives là, s'étaient bien passées? Pouvez-vous me confirmer que le mode conventionnel de dévolution de pouvoir inscrit dans la Constitution a été formidablement suivi au cours des 15, 20, 30 dernières années? Nous savons comment les élections se passent. Il y a des gens dans ces pays qui sont restés à Bamako lors des législatives, qui ont envoyé l'argent à Tenenko, on a fait les élections, ils ont gagné. Il y a des gens qui ont perdu quelque part là-bas, comme on était dans un plan, dans une histoire d'une situation de plan. D'accord. On a appelé à la Cour constitutionnelle et on a transformé les résultats. Nous ne voulons pas que cela se passe. Nous ne voulons plus que cela se passe dans notre pays. Nous ne voulons plus jamais de ça dans notre pays. C'est pourquoi nous ferons tout pour que la transition donne au Mali les meilleures élections qu'il n'y ait jamais existé, comme il n'y a jamais existé. Pour la dernière question de l'émission, allez-y. Oui, bon, vous savez que cette transition n'a pas que des amis. Bien sûr. Oui, y compris au niveau international, les relations diplomatiques du pays sont affectées par beaucoup si vous voulez, de desiderata que nous gérons non seulement avec des voisins, mais avec d'autres qui sont beaucoup plus éloignés. Vous savez, par exemple, la Côte d'Ivoire, dont nous détenons ici 46 soldats désormais, au lieu de 49 au départ. Quelles sont vos recettes par rapport à la gestion de ce dossier-là? Et que pensez-vous par ailleurs de l'absence du Mali au sommet afro-américain? Vous savez, les États-Unis, c'est un pays qui invite qui ils veulent. C'est normal. Sur 50 quand même. Hein. Oui, mais bon, vous savez... Sur 50, ça, quand même, c'est une sorte d'isolement. Nous ne connaissons pas les pays où les régimes sont des régimes d'exception, voilà, ne sont pas invités. Ça, c'est leur tradition. Oui, c'est une tradition américaine. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous avez parlé de tensions avec certains voisins, tensions avec... la Côte d'Ivoire. Vous savez, le Mali a fait le choix de la souveraineté. Nous avons choisi une option. Ce n'est pas facile. Lorsque vous choisissez ce chemin, vous allez faire face à toutes sortes de choses. Parlant des 49... votre recette. Comment sortir du dossier? En 2 minutes, c'est 46. Sortir du dossier, quoi. 46. Je crois que le dossier est entre les mains de la justice. La justice est indépendante au Mali. Le gouvernement n'interfère pas dans la justice. Il y a eu 3 quand même qui ont été libérés sans passer par... Non, mais vous savez, ces gens ont été libérés, détenus. Ils ont été poursuivis non détenus. C'est une recette, c'est connu. C'est poursuivi non détenus. Où on pourrait les mettre sous contrôle judiciaire. On ne l'a pas mis sous contrôle judiciaire. Quand vous êtes poursuivi non détenu, sans contrôle judiciaire, sans interdiction de quitter le territoire, vous pouvez voyager. Donc ce n'est que dans ça. Je pense que le droit et la raison se trouvent du côté du Mali. Mais malgré cela, au nom d'un lien séculaire qui lie les deux pays, il y a 4 millions de Maliens, 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous trouverons un compromis, nous arriverons à trouver un compromis à l'issue d'un dialogue fructueux et nous pensons que le gouvernement sera plus serein. Parce que ce compromis, parce que les responsables ivoiriens, le président Ouattara, il n'a rien à faire avec ces 46 militaires. Lui, il n'en a même pas besoin. Il souhaite seulement maintenir cette situation de tension. Qui souhaite maintenir la situation? C'est ça la vérité. Les autorités ivoiriennes. Donc vous pensez réellement qu'ils sont venus pour déstabiliser le Mali? En toute, vous pensez qu'ils sont venus avec l'intention de déstabiliser le Mali? Mais monsieur Abdraman, non, je dis si réellement... Au lendemain de la fête de Tabaski, où la vigilance n'est pas au top, des hommes lourdement armés
qui sont des forces spéciales débarquent sur votre territoire avec armes et bagages en dissimulant leur identité. Oui, il est en train d'étaler sa conviction. Je vous dis, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Oui. Débarquer des forces spéciales en dissimulant leur identité au lendemain de la fête de Tabaski sur un territoire sans informer les autorités de ce pays. Dans un premier temps, on était là pour protéger le contingent allemand. L'Allemagne dit non. On faisait partie du contingent ivoirien. La MINUSMA répond non. On est ceci et l'ONU dit pas question. Mais il y a des militaires ivoiriens qui sont dans la MINUSMA, qui sont à Tombouctou ou à Gao, ils ne sont pas inquiétés. D'accord. Et le drame, il paraîtrait-il que tu as une bonne partie de ces 49 là qui parlent aucun dialecte de la Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas Djoula, ils ne parlent pas Bédé, ils restant dans les conditionnels, nous avons aussi appris que dans les coulisses du dernier sommet de la CEDEAO, il a été clairement indiqué que si ces soldats n'étaient pas libérés avant le 1er janvier, des sanctions seront prises contre le Mali. Moi, je n'ai pas lu ça. Il y aurait eu nous avons entendu. Vous parlez de conditionnels. Oui, nous avons entendu. Là, on peut faire nous avons entendu, pas des conditionnels, nous avons entendu de la bouche du président de la commission de la CEDEAO, clairement, à la faveur d'une conférence de presse. Moi, je crois que c'est malheureux. C'est regrettable. Parce que le Mali ne peut pas accéder à un ultimatum. Qu'on nous dise, que les chefs d'État de la CEDEAO nous disent, s'ils accepteront un jour, un matin, que des gens lourdement débarquent sur leur territoire sans les informer. Des forces spéciales. D'accord. En dissimulant leur identité. S'ils sont prêts à accepter cela, nous allons aviser en ce moment. Nous allons à présent nous retirer pour procéder justement à la délibération. Bruno, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon. J'ai assisté à des interventions assez courageuses de Noussar, comme je l'ai dit, jeune leader, membre du CNT, membre du bureau. Seulement, je suis resté un peu sur ma soif, sur les points sur lesquels moi je l'attends le plus, c'est de nous dire ce qui se fait j'allais dire même un peu dans l'intimité du CNT, parce que c'est un législateur ou bien un parlementaire qu'on a, on veut bien savoir comment ça se fait, mais chaque fois il a évoqué le devoir de réserve, ça m'a désarmé, ça nous a laissé un peu sur notre foi. Sinon, par rapport à l'actualité, il s'est bien défendu, il a tenu la force de l'argument, donc je crois que on va la quitter. Abdraman. Je pense tout le contraire. Très sérieusement, j'ai été vraiment pas resté sur ma faim, très carrément dessus. Ce n'est pas le Noussar que j'avais connu. Naguère, quand il passait ici, il y avait des prises de position beaucoup plus courageuses et auxquelles je m'attendais aussi en le recevant. Et j'ai vu aujourd'hui un homme, comme le disait au début du truc, qui a peut-être gagné en étoffe, mais qui a gagné en étoffe par rapport au subterfuge. Par rapport au subterfuge, puisque j'ai vu aujourd'hui un homme qui renonce pratiquement à son rôle, de législateur, de législateur et de contrôleur de l'action gouvernementale. C'est là où il parle de devoir de réserve. Chaque fois, c'est le devoir de réserve qui revient, alors que nous l'avons appelé pour qu'il parle et non pas qu'il ait des réserves. Quand on vient devant le grand jury, c'est pour parler et non pas. J'ai vu aussi un homme qui, au lieu d'être une boussole des autorités, s'est plutôt complu dans la position de bouclier, y compris du chef de l'État, alors qu'il devrait être normalement vraiment de cet organe-là, législateur, qui est pour servir de boussole, pour orienter les choses, même quand les choses ne vont pas. Pas seulement pour nous dire que le chef de l'État lui-même est pour. Chaque fois, les références au chef d'État nous laissent transparaître une sorte d'inféodation du législateur, et pour nous, il ne reste plus, à travers lui, on ne voit plus de contre-pouvoir dans ce pays-là. On ne voit plus d'équilibre entre les pouvoirs. On n'ose même pas parler d'indépendance du législateur par rapport à ce que nous avons entendu ici. Je demande pour une fois, ce n'est pas de mon truc, puisque déjà il porte déjà beaucoup d'espoir, comme il l'a dit en tant que jeune, et ce qu'il a fait ici ne doit pas être encouragé, Monsieur le Président. Je vous demande vraiment de le condamner avec la dernière rigueur.
Divisé donc entre ces deux réquisitoires divergents, et je préfère me donner du temps de réflexion pour mieux trancher en toute liberté, en toute équité, l'affaire ainsi mise en délibéré. Nous savons votre dernier mot avant le verdict. Merci beaucoup. Je voudrais quand même rappeler à mon grand frère que, vous savez, un homme politique, c'est quelquefois l'action critique. La période de transition dans une situation d'un pays fragile comme le nôtre, se lancer dans l'action critique, c'est faire preuve de manque de suffisamment de responsabilité. Moi, je suis législateur. J'ai accès à tous les ministres. J'ai accès au chef de l'État. Mes désaccords, j'ai le moyen de les faire savoir à ce niveau. Je vais pas. Parce que vous nous avez pas montré qu'il y en a. Mais écoutez, les débats quand même sont clos, écoutez, oui. si je devais mettre nos désaccords, mes trucs sur la place publique, ce serait faire preuve de manque de responsabilité. Et moi, je ne suis pas de cette nature-là. Oui. Dieu sait que même le chef de l'État n'est pas d'accord. Non, sauf que l'affaire n'est pas encore tranchée. Même le chef de l'État n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. C'est une vérité constante. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Notre invité était M. Nouhoum Sarr. Monsieur Nouhoum Sarr, il est le président du Front africain pour le développement, Parti FAD, et également membre du CNT. Merci à vous. Pas quatrième vice-président, deuxième secrétaire parlementaire. Deuxième secrétaire parlementaire. Merci à vous donc de nous avoir suivis et à un autre numéro de cette émission. Mais clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Bougouni. Au revoir.